Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de notre podcast Dans la tête d'un cycliste, puisqu'aujourd'hui nous allons débriefer, nous allons explorer les détails fascinants du Tour de France 2024 et pour ça on reçoit un invité presque aussi un habitué qu'est Johan Offredo. Bonjour Johan, bienvenue sur le podcast de nouveau. Salut Arnaud, salut à tous. Alors on va débriefer le Tour de France 2024 chez les hommes mais aussi chez les femmes, puisque les deux événements cyclistes ont été annoncés, les parcours ont été annoncés il y a quelques heures, quelques jours maintenant. Et ça promet justement que ce soit chez les hommes et chez les femmes de marquer l'histoire du cyclisme. Alors Johan, toi qui as assisté à cette présentation, une fois que tu as vu ces parcours, quels sont les mots qui te sont venus en tête? Déjà deux choses. Tu disais, on a désormais un Tour de France féminin, le Tour de France de Zwift. Ça fait partie désormais du programme et on a eu au début on s'est dit ça allait être une année test et puis on allait attendre de voir ce que ça donnait. Non, maintenant ça fait vraiment partie du paysage et d'ailleurs on se dit que comment ça a fait pour ne pas exister et vraiment moi j'ai trouvé les images remarquables, j'ai trouvé les filles impressionnantes de fraîcheur, accessibles. Et je me suis dit c'est quand même fou qu'il n'y ait pas eu ce Tour de France féminin avant. Voilà. Ouais, c'est clair, très clairement. Et un deuxième truc, ce qui m'a aussi marqué, c'est les réactions de beaucoup de gens qui disaient voilà, c'est pas un Tour de France parce que ça fait pas le Tour de la France aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Mais pour avoir vécu des départs à l'étranger, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et le Tour de France, c'est une marque désormais depuis un moment, mais c'est aussi le moyen d'être un vecteur de plein de choses, d'émotions et aussi de transporter le Tour de France un peu plus loin. Alors peut-être qu'un jour il y aura un Tour de France qui fera le Tour de la France, mais c'est pas encore pour ça l'année prochaine. C'est vrai, on va en parler. C'est un sujet effectivement que je voulais évoquer, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais on va commencer par les hommes. Ce Tour de France 2024, un événement qui s'annonce historique à bien des égards. Alors pourquoi? Tout d'abord déjà, effectivement, tu as parlé de l'étranger. Le Tour de France chez les hommes va traverser 4 pays. Ça sera l'Italie, Saint-Marin, Monaco et la France. Donc 7 régions également, 30 départements seront sillonnés. Et puis des grandes premières, puisque le Tour s'élancera d'Italie, où je me trouve actuellement. Donc j'ai débriefé avec quelques Italiens, c'est assez intéressant, avec un grand départ à Florence, donc le 29 juin 2024. C'est également la première fois que le Tour de France n'arrivera pas à Paris, mais à Nice, pour des raisons d'Olympiade, de Jeux Olympiques, justement. Et puis en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est un grand départ, effectivement, en Italie. 4 pays, on l'a dit, traversés. Il y a également des sommets qui sont mythiques. On va parler des étapes de montagne. Les étapes de montagne, justement, c'est 5 massifs montagneux qui vont être traversés. Les Apennins, les Alpes italiennes, les Alpes françaises, bien évidemment, le Massif central et les Pyrénées. Et puis, il y a 2 contre-la-montre également qui représentent un total de 59 km. C'est vrai que ça fait beaucoup de premières. Ce tour s'annonce passionnant. Quelles ont été les réactions, Johan, dans la salle quand le parcours a été dévoilé? Alors c'est toujours des réactions un peu d'étonnement et de se dire waouh, ça va être quand même dur. Je regardais le visage de. On s'était déjà dit ça l'année passée, souviens-toi, quand on avait vu le parcours, on s'est dit ah ouais. Non mais Et là, cette année, c'est un peu pareil. Tu te dis ça tous les ans en fait sur le Tour de France. Je pense que c'est un peu et d'ailleurs Christian Prudhomme l'a noté dans son discours. Il a dit on ne fait pas de surenchère à la difficulté. Il regardait Thierry Gouvenou avec qui il fait les parcours. Alors ils sont Les parcours. une équipe complète bien évidemment, mais il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de surenchère dans la difficulté. Pourtant, ce tour il va forcément être difficile parce que d'entrée et c'est surtout ça qui a marqué les coureurs et qui a marqué l'ensemble des gens qui étaient dans la salle, c'est que le Tour partant d'Italie, forcément, il y allait avoir les massifs très rapidement. Et au bout de la 4e étape, de commencer à grimper des très grands cols,
Mais effectivement, c'était le cas déjà l'année dernière, puisque le Tour partant du Pays Basque, on a eu un tour très difficile. Tous les ans, on a un tour difficile. Mais là, ce qui fait en fait la spécificité de ce tour, c'est qu'effectivement, il part de l'Italie, il arrive à Nice. Donc forcément, il va être difficile au début, il va être difficile à la fin. Et en plus de ça, il y a un chrono qui est long au milieu. Il y a ces parties avec que tu disais de chemin comme il y a sur les Strade Bianche. Donc finalement, il y a plein d'incertitudes ça a un peu estomaqué les coureurs qui n'étaient pas des grimpeurs. Il y avait Mark Cavendish qui était présent dans la salle. Il y avait également Jasper Philipsen. Et je peux vous dire qu'il faisait une tête. Mark Cavendish pour aller gagner et dépasser le record d'Imerckx sur le Tour de France, ça va être compliqué. Il a 8 étapes. Il a 8 étapes de plat, effectivement, mais Oui. qui n'arrive pas les 8 au début du tour. Exactement, c'est tout à fait ça. Bien sûr qu'il y a des étapes de sprint, mais encore faut-il avoir de la fraîcheur pour aller sprinter quand tu t'es tapé des étapes comme il y a au programme. Très clairement. Donc, on va venir effectivement sur ces chemins blancs également qui sont passionnants avec plusieurs secteurs, 14, je crois, 14 secteurs de chemins blancs sur une seule étape. Donc, la sélection risque d'être. La concentration devra être probablement maximum chez les coureurs qui jouent le classement. Et puis, effectivement, donc on part d'Italie. Donc, c'est pas du tout des étapes plates, hein, effectivement, pour aller rejoindre Turin. Alors, Florence, on va vers Rimini, on va vers l'Adriatique, avec une étape, ce qui est classé par en tout cas ceux qui tracent le parcours du Tour de France comme accidenté, hein, les 2 premières. Mais il y a quand même des ascensions qui sont bien parsemées pour rejoindre la ligne d'arrivée avec un départ. Ce que dit la presse ici en Italie, puisque je me trouve au moment où on parle à Milan, ce que dit la presse en Italie, c'est que c'est un hommage, et c'est probablement la réalité, mais un hommage à Marco Pantani avec un départ de la deuxième étape de Cesenatico, hein, qui est son port de pêche, sa ville d'attache. Qui va aussi être difficile. On va comprendre pourquoi c'était un très, très grand grimpeur. Là, effectivement, 3e étape longue de 225 km. Donc, les Mark Cavendish et autres sprinters, Arnaud Démare, peut-être sur le tour, on ne sait pas, mais en tout cas, avec l'équipe Arkea, vont pouvoir s'exprimer puisqu'on est une arrivée à Turin. Et puis derrière, effectivement, comme tu l'as dit, cette première étape de montagne qui arrive très, très vite avec un retour, avec un col que moi, j'affectionne particulièrement. Je trouve ce col fabuleux, qu'est le col du Galibier. 23 km à 5,1%. Est-ce que tu penses, Johan, de par ton expérience, que sur ces premières étapes de montagne, on est quoi? On est dans l'observation, on se teste. Comment les coureurs, toi qui il y a encore quelques années étais dans le peloton, mais une première étape de montagne comme ça, qu'est-ce qui se dit dans les bus le matin? Qu'est-ce que se disent les éditeurs? Est-ce que c'est juste pour voir si on a les jambes, on se teste? C'est quoi Déjà, une première étape de montagne? Quelle est l'ambiance? tu parles de la 4e étape entre Pinerolo et Valloire. Tout à fait. Eh bien, cette étape-là, déjà, elle est courte puisqu'elle fait quand même 138 km. Et on va voir que sur ce Tour de France-là, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont comme ça, qui sont des étapes dites dynamiques. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un scénario. Et d'ailleurs, c'est, je pense, le souhait des organisateurs de faire une étape qui va pas être justement trop longue, où il ne va rien se passer. Là, sur une étape relativement courte, 138 km, avec quand même pas mal de dénivelé positif, et surtout un passage à 2600 mètres. Dans les bus, il y a deux fonctionnements. Ça veut dire que soit on a un grimpeur et un coureur pour le classement général, et dans ce cas-là, eh bien, on va déjà pouvoir tester et essayer de prendre une position un peu psychologique, d'ascendant psychologique sur ses adversaires. Et il y a l'autre situation où on n'a pas de grimpeur, et dans ces cas-là, eh bien, on prie pour que la bataille ne se déclenche que tard. Mais forcément, sur ce type d'étape, dans les pentes du Galibier, et ces 23 km, et encore une fois, ces passages au-delà de 2000 mètres d'altitude, qui sont réservés à des grimpeurs d'élite. Souvent, les Colombiens, d'ailleurs, s'expriment à des altitudes si hautes. On risque d'avoir déjà les premières explications, forcément, entre grands leaders qui vont vouloir se tester. Alors, c'est vrai que tu parlais de 2000 mètres. On a 25 km qui sont au-delà de 2000 mètres. C'est un vrai rôle sur le physique, sur le corps, qui est beaucoup plus marqué à cette altitude. Et donc, il y a cette première étape, effectivement, sur le Galibier. Et ensuite, l'autre point dans ce parcours du Tour de France 2024, c'est la 7e étape avec un chrono de 25 km. Donc, sur 25 km, est-ce que c'est un chrono? Alors, les très, très gros rouleurs, hein, les champions du chrono vont pouvoir s'exprimer, mais pour les favoris, 25 bornes. Est-ce que c'est pas un chrono juste pour contrôler, on va dire, se contrôler, je me comprends, mais il y aura probablement sur 25 bornes pas de gros écarts. Quand je dis se contrôler, c'est essayer de rester le plus proche possible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais encore une fois, je pense que il faut regarder
ce Tour de France et ses étapes d'une manière construite, qui a été intelligemment construite. On aurait mis un chrono de 50 km, ça aurait peut-être tué le suspense. Là, sur un chrono, effectivement, tu as raison, Arnaud, il est relativement court, 25 km. Ça va être une demi-heure de chrono pour certains. Oui, tout à fait. On n'aura pas des écarts forcément significatifs comme on a pu en avoir sur le chrono du Tour l'année dernière, qui était un chrono de montagne. Mais on verra, il y a encore une petite surprise à la fin de ce Tour de France. Alors, c'est vrai que ce chrono, comme tu l'as dit, 25 km, c'est intelligemment construit parce qu'il est situé entre deux étapes casse-pattes. C'est-à-dire qu'effectivement, juste si tu prends le chrono, juste lui seul, de 25 km, effectivement, tu te dis voilà. Mais si tu prends ce groupe de 3 étapes, ce chrono est mis entre 2 étapes qui sont casse-pattes. Et donc là, ça peut avoir effectivement son importance sur cet ensemble-là. Et puis ensuite, on arrive sur le 11 juillet, effectivement, cette étape entre 3 et 3, hein, donc une boucle de quasiment 200 km, 199 km pour être précis. Et là, on a 14 chemins blancs qui totalisent 32 km. Et tout peut se passer très clairement pendant cette étape. Et là, ça demande une certaine concentration. Donc là aussi, quand on est coureur et qu'on aborde cette étape-là, comment est-ce qu'on l'aborde? Et les leaders, est-ce que les stratégies sont différentes sur une étape qui ressemble au Strade Bianche, hein, et quand on voit le spectacle que nous offrent les coureurs sur ces monuments-là, comment on aborde ces étapes-là pour une équipe, pour un coureur? Les équipes sont très stressées hein, avec ce genre d'étape, et j'aime bien quand tu dis le terme équipe et pas forcément leader, parce que c'est toute l'équipe qui est mobilisée. On l'a vu. En passant par les mécaniciens, très clairement. C'est tout à fait ça. C'est en passant par les mécaniciens, par les soigneurs, par les directeurs sportifs, par le personnel qui va être mis en place sur les sorties de secteur. Hein. Et du coup, il y a une certaine tension parce que les coureurs qui ne frottent pas spécialement bien vont devoir rentrer en tête, vont devoir aussi ne pas avoir de problème mécanique, de crevaison. Donc forcément, il y a beaucoup d'appréhension et beaucoup de stress. Et j'espère que la journée va pas être entachée par des chutes parce que ça va être, encore une fois, beaucoup de tension et avec la fatigue accumulée des jours précédents. Ouais, ça va être, en tout cas, c'est une étape qui s'annonce très, très excitante, hein, très clairement. Et puis ensuite, les coureurs vont continuer leur évolution avec quelques étapes de transition. Il y a quand même une étape à arriver à l'Eul-Dioran. Mais on va prendre la direction des Pyrénées, où là, les choses vont se corser, hein, puisqu'on arrive en étape 14 notamment avec Soulan, Pla d'Adet, 152 km. On va dire, un petit apéritif pour ce qui les attend, mais derrière, on a le Tourmalet. On a l'Ourquette dans Quizan, avec une montée finale assez impressionnante. Les Pyrénées, alors on dit que les Pyrénées sont des cols un peu plus courts, mais un peu plus abruptes que les Alpes. En tant que coureur professionnel, est-ce que le coureur professionnel qui est au départ de cette étape, au départ du Tour, appréhende plus les Alpes que les Pyrénées, ou c'est une étape après l'autre? Non, c'est vraiment une étape après l'autre, hein, parce que encore une fois, sur ce Tour de France-là, il est écrit de manière, j'allais dire lisible. Alors ça veut rien dire ce que je dis, mais on a vraiment une stratégie des organisateurs de garder le suspense. Et quand on voit même là sur ces étapes des Pyrénées, on a un départ qui est quasiment plat. On part de Pau, direction Luce-Saint-Sauveur. On a quasiment 70 km de plat. Et ensuite, on a 70 km avec 3 cols, le Tourmalet, la Orquette dans 6 ans et puis la montée vers le Pla d'Adet. Donc finalement, quand on est un coureur du classement général, on va avoir matière à s'expliquer avec une arrivée au sommet. Et quand on est un coureur qui simplement souhaite s'exprimer sur les autres étapes et limiter la casse, eh bien pour les délais, c'est relativement simple puisque l'étape est divisée en 2. Voilà. Et après, il y a également les coureurs qui vont jouer peut-être le maillot à poids. Oui. Donc là, il y a 70 km de plat, effectivement, tu l'as dit. Donc ça veut dire probablement une échappée une échappée au long cours qui va peut-être se profiler, alors pas forcément tout de suite, hein, parce qu'on l'a vu sur les étapes aujourd'hui qui sont diffusées en live. On voit que ça bastonne dès le début et ça sort pas tout de suite. Ça sort pas facilement. Ça sort au bout peut-être d'une heure et demie, 2 heures. Mais donc, c'est ce qui veut dire une échappée probablement pour un coureur qui va aller jouer le maillot à poids et prendre des points, puisque ça va probablement comme tu l'as dit, les leaders vont se jouer le classement ou la gagne de l'étape dans la montée finale, ce qui laisse probablement de l'espoir à ceux qui veulent avoir une échappée au long cours. Un coureur qui joue le maillot à poids pour aller chercher des points, en tout cas sur les 2 premiers cols. Donc ça aussi, c'est une étape qui va être stratégiquement
Et là aussi, il y a tous les managers, les directeurs d'équipe qui ont probablement une étude en amont dès que les parcours. On peut faire peut-être une petite parenthèse sur ça, mais là, le parcours vient d'être annoncé. Est-ce que tout de suite, la machine se met en route pour les coureurs, probablement, ceux qui jouent la gagne vont s'y intéresser, mais je pense aux managers, à ceux qui repèrent les étapes, aux directeurs sportifs. Est-ce qu'il y a tout de suite une stratégie qui se met en place pour aller reconnaître probablement peut-être les étapes, mettre en place déjà des différents stratégies, plan A, plan B, plan C? Comment ça se passe pour un directeur sportif et un manager une fois que les parcours sont annoncés? Bah, en fait, les stratégies sont déjà connues d'avance. Ça veut dire que on a déjà son socle de base. Quand il y a le marché des transferts aussi, on va recruter des coureurs de grand tour ou des coureurs capables de s'exprimer au sprint. Tu parlais de Arnaud Démare. Il y a une logique quand on prend Arnaud Démare chez Arkea Samsic, c'est qu'on vise les sprints. Donc on sait très bien que Arnaud va viser les sprints sur le Tour de France s'il est présent sur le Tour. Du côté de la Jumbo, effectivement, on sait très bien qu'il y a un leader désormais, c'est Jonas Vingegaard, puisque Primož Roglic a changé d'équipe. Et en revanche, on va avoir une stratégie dans l'équipe avec des directeurs sportifs qui vont être en charge d'aller faire de reconnaissance et ensuite tout un plan de management avec, vous savez, on prend un calendrier comme ça et puis on va voir les courses qu'on fait dans le coin et on va ensuite préparer les différentes reconnaissances en fonction du programme d'entraînement. Mais effectivement, je vois où tu veux en venir. Tout est millimétré. Une fois que la machine est lancée, eh bien, on a un plan, un objectif. C'est le Tour de France. Et on va mettre tous les ingrédients et tous les passages essentiels pour arriver à l'objectif qui est d'arriver à Nice avec le maillot jaune. Avec le maillot jaune, c'est vrai que les leaders, on pourra en parler après, mais en tout cas, il y en a déjà 4 qui sont quand même plutôt déjà bien identifiés. Et puis, on parlait de reconnaissance, c'est probablement une étape qui va être reconnue, puisque la deuxième étape dans les Pyrénées s'annonce être en tout cas celle que l'on qualifie aujourd'hui d'étape reine, hein, très clairement, puisque les coureurs partent quasiment à froid, hein, avec le col de Péressourde de suite, et ensuite le col de Montée, le col d'Agnès, la montée finale vers justement le plateau de Bayle. Donc là aussi, c'est une étape qui va être exigeante. Elle se situe juste avant une étape de repos. Pour justement que les organismes puissent bien en profiter, cette étape-là va être quand même assez épuisante. Bien évidemment, les profils se sont déjà, en tout cas, le profil de ce Tour de France sera déjà bien probablement dessiné. Est-ce que ce sera une étape décisive? Est-ce que cette étape peut être une étape décisive, Johan, pour toi? Oui, sur plusieurs points. Juste avant la journée de repos, il va y avoir énormément de coureurs qui vont être très fatigués. Et comme tu l'as dit, on part au pied du col de Péressourde. Il y a quasiment 5000 mètres de dénivelé, il me semble, sur la journée. C'est énorme. Et tu as oublié un col, c'est le col de Portet d'Aspet. Il est pas très long, il fait 4 km, mais il est quasiment à 10% de moyenne. Et il y a surtout cette 10% de moyenne. C'est Ouais, vrai c'est que énorme. 10% de moyenne, c'est énorme. C'est énorme. C'est Énorme. énorme. Et alors oui, Ouais, très clairement, c'est énorme. tu auras des écarts sur le tour déjà, mais cette étape elle va être dure physiquement, psychologiquement, et pour les leaders, il y a encore moyen de faire des grandes différences avec l'arrivée au plateau de Baye. Alors on n'est pas sur des altitudes qui sont comme dans les Alpes à plus de 2000 mètres et ce que les coureurs vont encore connaître à la fin du Tour de France, mais c'est une étape qui va s'annoncer très compliquée et en plus si la chaleur est présente, elle va être redoutable parce que il y a 200 km et quasiment 5000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est vrai que la chaleur aujourd'hui rentre très clairement en ligne de compte. Et quand on suit les coureurs, quand on les voit évoluer et quand on n'est pas sur le vélo et qu'on voit les chaleurs écrasantes, on se dit que ces coureurs sont quand même surhumains pour résister à des chaleurs comme ça. Produire, parce que c'est pareil, produire un effort aussi intense par une chaleur aussi importante, ça aussi, c'est juste, ça force le respect, très clairement. Et puis ensuite, donc, il y a cette étape de repos qui arrive, hein, qui est positionnée le lundi 15 juillet, puisque l'étape Rennes est le 14. Donc, il y a une étape de transition, une étape que l'on dit de plat, hein, qui part de Gruissant, et puis on repart tout de suite sur une étape exigeante, hein, pas vraiment de temps mort, qui va emmener les coureurs sur la côte de Super Dévoluy avec une arrivée finale, mais il y aura avant le col du Noyer, le col Bayard. Donc là aussi, on reproduit un petit peu la première étape dans les Alpes avec cette portion un peu plus, on va dire, aérée au départ pour un final assez exigeant. Ouais, c'est un final exigeant, surtout les 30-40 derniers kilomètres. Et
Pas sûr que ça soit une étape pour les leaders du classement général, loin de là. Mais on devrait avoir de la bataille encore une fois pour les points du maillot à pois. Et puis aussi pour les coureurs qui n'ont pas pu s'exprimer depuis le début du tour. Hein. Il y a vraiment des coureurs de troisième semaine du tour, les coureurs de la dernière semaine qui auront supporté la chaleur. Tu parlais de chaleur. L'année dernière, cette année, sur le Tour 2023, j'ai eu l'occasion de faire quelques fois la moto. Franchement, je suis de plus en plus ébahi et respectueux des coureurs parce que quand j'ai terminé la moto, je me plaignais parce que j'avais chaud, mais je me dis mais c'est juste un truc de dingue. Je regarde toujours les cyclistes avec énormément d'admiration et avec énormément de respect. Et je me dis ouais, c'est vraiment un truc de fou et on s'en rend pas assez compte devant notre poste de télévision. Ouais, c'est probablement ce que se disent toutes les personnes au bord de la route qui se protègent sous des barnums, sous des Exactement. parasols écrasés par la chaleur et qui voient ces coureurs faire plus de 200-250 km en produisant un effort parce que les moyennes sont impressionnantes, avec une concentration aussi. Et on prend conscience effectivement de l'importance du repos, de la fatigue mentale qui s'accumule au fur et à mesure des jours, des semaines. Et ces coureurs, ces fameux coureurs de la troisième semaine, sont aussi ceux qui sont capables de résister mentalement, puisque certes, il y a le physique, mais c'est une concentration. Ça va très, très vite, ça roule très fort. Il faut être concentré chaque seconde de l'étape et la charge mentale peut parfois faire en sorte que certains arrêtent parce que c'est pas physiquement que ça lâche, mais c'est Non, mentalement en fait que la fatigue s'accumule et qu'ils n'en peuvent plus. bien sûr. Donc ça, Bien sûr. c'était intéressant de souligner. Et puis à cette étape 19, l'étape 19 avec une arrivée au col de la Bonnette. Donc le plus haut col d'Europe, le col de la Bonnette, donc c'est 22, quasiment 23 km à 6,9%. Alors, Un col. on n'arrive pas en haut du col de la Bonnette. On n'arrive pas en haut du col, excuse-moi. Exactement, on n'arrive pas en haut du col de la Bonnette, tu fais bien de préciser, mais on passe effectivement le col de la Bonnette. C'est un col, c'est vrai que c'est un col magnifique qui va probablement offrir des images, alors que j'allais dire quelle que soit la météo, parce qu'on s'imagine le mois de juillet un beau temps, mais dans ces altitudes-là, pas forcément, donc ça peut être aussi épique. Et là aussi, quand on est coureur et qu'on sait qu'on part sur une étape qui va nous amener au col de la Bonnette, waouh, voilà, c'est qui Je nous fait pense passer, pardon, je rectifie, mais qui nous fait passer par la Bonnette avec une ascension finale effectivement derrière. On rajoute 16 km à quasiment 7,6%. Ça reste une étape impressionnante. c'est une histoire je pense que on n'a pas conscience de la difficulté de cette étape-là, parce que le départ d'Embrun va déjà être difficile. Pour les gens qui connaissent les Hautes-Alpes, c'est des routes qui sont quand même très compliquées. La montée du col de Vars, c'est déjà quelque chose de très très dur. Mais ensuite, de passer par le col de la Bonnette, c'est des passages à le sommet est à 2800 et quelques mètres, il me semble. Voilà. C'est le col le C'est plus. ça, 2802 mètres. Et tu citais les trois cols, effectivement, col de Vars, col de la Bonnette et puis l'arrivée de la 2000, c'est trois sommets à plus de 2000 mètres. Ouais, trois sommets à plus de 2000 mètres, des paysages à couper le souffle, parce que le col de la Bonnette, c'est simplement magnifique. Mais il va y avoir beaucoup, encore une fois, de tension et dans tout le peloton, parce que on peut, je pense, quand on est leader du Tour et un leader du Tour de France qui se bat pour le maillot jaune, perdre le Tour sur ce genre d'étape. Et on peut aussi rentrer à la maison sur ce genre d'étape, parce que tout simplement, tu l'as dit, on est au mois de juillet, mais il peut y avoir de la pluie. Et qui dit longue montée dit aussi longue descente. Et Alors, j'allais en parler, tu fais bien, effectivement, j'allais en parler. Il y a plus de 40 km de descente et aujourd'hui, on voit que certains coureurs stratégiquement sont beaucoup plus à l'aise et font la différence, attendent la descente en fait. Ce contrôle n'attaque plus dans les montées. J'allais dire se contente de suivre. Non, à ce niveau-là, on ne se contente pas de suivre. On s'accroche. Mais derrière, effectivement, moi, pour l'avoir fait, c'est probablement toi aussi, c'est pas une grande descente où on se laisse couler. Hein. C'est non, pas du assez tout. technique, il y a des virages très serrés. Il suffit qu'il y ait du brouillard, comme pour l'arrivée des femmes cette année sur le Tourmalet. La descente derrière peut s'avérer effectivement décisive. Bien sûr, bien sûr. Et on l'a vu, hein, il y a des coureurs qui arrivent à faire la différence. C'est le cas de Tom Pidcock notamment, avec ces images qui sont impressionnantes sur les réseaux sociaux. On peut le voir descendre. On voit qu'il y a une vraie spécificité. Mais juste, c'est normal d'avoir des longues descentes. Et pour être un coureur qui gagne le Tour de France, eh bien, il faut savoir sur ce tour spécifiquement grimper, être près d'entrée, résister à la pression du stress,
avec les chemins blancs. Tu parlais de pression psychologique, mais être toujours présent avec les étapes qui sont difficiles. Et puis, il faut aussi être un bon descendeur, et c'est le cas sur ce genre d'étape. Ah ouais, là, le final, puisque là, l'étape dont on parle, c'est on arrive sur le dernier week-end, hein, l'arrivée sur Nice, hein, parce qu'il y a Embrun-Isola, et puis derrière, on est à Nice. Hein, Nice, alors, l'avant-dernière étape, Nice, col de la Couilleule. Alors, j'allais dire que les coureurs connaissent cette étape par cœur. Hein, pour ceux qui habitent dans le sud de la France, déjà, c'est la route d'entraînement. Les coureurs qui ont fait Paris-Nice, c'est une étape qui est rodée, tracée, que les coureurs connaissent. Donc là, elle n'est pas facile, mais disons que les coureurs, déjà, c'est un élément, on parlait de charge mentale, mais de concentration. Quand tu ne connais pas une route, ça rajoute une concentration. Là, il y aura déjà une connaissance parfaite du parcours, une étape qui n'est pas simple du tout, même si les coureurs la connaissent parfaitement. C'est une étape qui peut faire des différences. Peut-être pas chez les leaders, mais en tout cas, ça va un coureur qui veut se repositionner. Ça va être une très belle étape. Et puis, on a cette étape qu'on n'avait pas vécue depuis 1989 avec ce duel Lemon-Fignon, cette dernière étape qui est un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Là aussi, ça n'est pas plat du tout, qui fait 34 km. Est-ce qu'on peut avoir une étape, malgré tout ce qu'il y a avant, on a parlé du Tourmalet, on a parlé des chemins blancs, on a parlé du passage au col de la Bonnette, donc tout ça peut faire des écarts juste extraordinaires, mais est-ce qu'on peut revivre un scénario un peu extraordinaire avec un chrono de 34 km, mais il y a quand même la Turbie, le col d'Èze, donc des kilomètres avec un dénivelé important. Est-ce qu'on peut fantasmer à s'imaginer voir un duel sur cette dernière étape? Oui, alors deux choses. Déjà, je pense que la 20e étape, on dit qu'elle n'est pas forcément pour les leaders, mais tu as quand même 4 cols. 4 cols, effectivement, que les coureurs connaissent très bien. Et tu parlais de la météo. Alors oui, on est au mois de juillet, mais souviens-toi, quand on a eu le départ de Nice, il y avait eu de la pluie à Nice. Et on avait eu beaucoup de chutes. Je me souviens d'une étape du Tour à Ah Nice oui. sous la pluie, c'était catastrophique. Et Ouais. bien sûr, on voyait les coureurs d'Astana tomber, et puis il y a Thibaut Pinot aussi qui était tombé sur la promenade des Anglais. La 20e étape, c'est une étape qui peut être dangereuse parce que, encore une fois, il y a des montées, mais il y a des descentes, et c'est une étape dynamique, 133 km. Donc il va y encore avoir du beau spectacle, mais effectivement, cette 21e étape, et ce Tour de France a tous les ingrédients, presque, et je l'ai dit en rigolant l'autre jour, mais pour faire une série Netflix. Netflix seront encore présents dans le peloton pour faire Saison 2. leur saison 2 et leurs différents épisodes. Mais là, clairement, la volonté des organisateurs, l'intelligence d'ASO, et d'avoir mis ce contre-la-montre final, de pas avoir fait un sprint comme on le fait d'habitude sur les Champs-Élysées, c'est bien évidemment avec l'idée non pas de reproduire le contre-la-montre de 1989 entre Lemon et Fignon, mais d'avoir un suspense qui soit maintenu jusqu'au bout, et en se disant peut-être que sur la 20e étape, il peut y avoir un retournement de situation, parce que 34 km de chrono avec la montée de la Turbie, la descente, le passage au col d'Èze, encore une fois la descente et l'arrivée à Nice, il y a moyen de faire des écarts. Et par le passé, ni plus ni moins que quand Roglic perd le Tour en haut de la planche des belles filles au profit de Tadej Pogačar, on a eu un retournement de situation sur une 20e étape, et là peut-être sur une 21e étape, qui a rendu le spectacle juste incroyable. C'est comme si tu regardes une série, tu sais, tu regardes une série et tu dis, oh, je sais qui est le meurtrier. Et puis c'est à la dernière épisode et au dernier moment que tu vas comprendre que non, c'est pas lui, c'en est un autre. Mais ça tient le public en haleine, et c'est juste exceptionnel. Ouais, ce final, en tout cas, ce tour en général, hein, mais ce final, ça annonce juste passionnant, passionnant. Et on parlait de l'étape du Tour, et bien, ça sera justement cette étape, Nice, col de la Couilleule, qui servira de support justement pour l'étape du Tour le 7 juillet prochain. Et quand on voit justement ce Tour de France, on parlait de leaders tout à l'heure, donc il y a déjà des leaders qui ont été annoncés. Toi, c'est toujours, on en avait déjà parlé l'année passée, hein. Est-ce que c'est un tour qui est fait plus pour un coureur que pour un autre? Est-ce que les 4 fameux leaders que l'on annonce, hein, Pogačar, Vingegaard, alors on sait que cette année, il y aura également le coureur de la Quick-Step, le jeune coureur de la Quick-Step et champion du monde qui sera présent. On a également le coureur qui quitte Jumbo, justement, Primož Roglič, qui sera sous une autre couleur, d'autres couleurs, mais qui sera présent. Est-ce qu'il y a un coureur, toi, qui se détache plus qu'un autre pour ce parcours-là?
Voilà, tu sais très bien que j'aime pas répondre Oui, c'est à ces vrai, c'est questions vrai. parce que déjà je suis très mauvais en pronostic et parce que justement j'aime bien être mauvais en pronostic parce que ça me laisse justement tu sais je regarde toujours avec beaucoup d'admiration les coureurs et j'aime bien me dire que en matière de cyclisme tout peut se produire. Et effectivement, pour répondre très simplement, je pense que Remco Evenepoel est peut-être un peu léger avec l'équipe Quick Step et on l'a dit, il y a quand même énormément de cols au-delà de 2000 mètres d'altitude avec des spécificités que je pense que Remco ne connaît pas encore. L'expérience de Jonas Vingegaard avec l'équipe Jumbo-Visma qui a remporté les 3 grands tours, Roglic qui gagne le Giro, Sepp Kuss qui gagne la Vuelta, Vingegaard qui gagne le Tour. Ils ont une équipe très solide, Christophe Laporte qui est champion d'Europe, qui est un allié de taille, et un Wout van Aert qui sait tout faire. Donc ils ont une équipe qui est extraordinaire et ils arrivent à composer avec les difficultés, avec la pression. Et je pense que c'est lui l'archi favori, forcément. Ouais, très clairement, très clairement. Ça va être un tour. Enfin, ce tour s'annonce. En tout cas, je trouve que ce tour est très excitant. Ce tour s'annonce passionnant avec 3 étapes en Italie. Alors, que disent les Italiens ici? C'est que on dit un petit peu que le Tour de France a voulu un petit peu copier le Tour d'Italie avec justement ce côté un peu extraordinaire. Tu sais, ce côté, tu as parlé tout à l'heure d'étapes courtes, justement, ce côté spectaculaire que le Tour d'Italie a réussi à construire au fil des années. Donc, c'est un petit peu ce qu'on dit ici, tu vois. Ils ont fait un tour un peu à l'italienne, quoi, avec des étapes spectaculaires pour justement que le spectateur, le téléspectateur soit accroché à son écran ou soit sur le bord de la route. Mais c'est vrai que ce tour est en tout cas à l'annonce est juste très excitant et on a hâte d'y être. Et puis bah, on arrive sur ce tour. On va passer sur le Tour de France Femmes. Est-ce que tu as autre chose, Johan, à partager, à rajouter sur les hommes ou est-ce qu'on peut Non, passer non, selon toi pour les femmes? oui, non, on peut passer aux femmes, et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que ça va être un tour superbe. On a vu l'année dernière qu'il y avait énormément de monde sur le bord des routes, et aussi Christian Prudhomme l'a rappelé devant leur télé, que ça soit en France ou à l'international, puisque le tour est désormais diffusé dans plus de 190 pays au monde. Et il n'y a pas de secret, c'est les acteurs, et souvent je fais la métaphore avec une série, mais les acteurs, ce sont les coureurs. Et ce sont eux Très qui vont clairement. décider du programme et de la qualité qui nous est offert. Et généralement, on n'est pas déçu par le programme. Très clairement, très clairement. Et puis donc ce Tour de France Femmes qui, effectivement, tu l'as dit, enfin, c'est comment on faisait avant, en fait. Comment on faisait Ouais. avant sur ce Tour de France Femmes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le spectacle était fabuleux l'année passée. Les filles sont, moi, je trouve c'est génial de les voir courir. C'est différent, c'est une autre stratégie, c'est une autre approche. Mais par contre, c'est Bien sûr. toujours aussi intéressant et excitant. Franchement, c'est vraiment superbe. Et par contre, moi, j'ai une question. Toi qui étais dans la salle, quand le parcours Tour de France des femmes a été dévoilé avec plus de la moitié des étapes à l'étranger, qu'est-ce qui s'est dit? Ah, tu sais, les gens qui sont présents dans la salle au Palais des Congrès, ce sont des gens qui sont des passionnés de vélo, donc qui ont un regard différent du tout à Du chacun grand qui aimerait public. voilà, du grand public qui aimerait que le Tour de France fasse le Tour de France. Effectivement, il part des Pays-Bas, mais il y a une vraie logique derrière. Je pense que les gens qui étaient présents dans la salle ont salué le fait qu'ils partent de Rotterdam pour plusieurs points, Rotterdam. parce que Tout à tout fait. simplement, les meilleurs cyclistes femmes sont issus des Pays-Bas. On est sur un rayonnement international. Et on a vu que aux Pays-Bas, tout le monde utilise le vélo. C'est un moyen de locomotion, mais c'est aussi un moyen de faire du sport, c'est un moyen de plein de choses. Et dans la salle, honnêtement, ça a été bien accueilli. Ça va être effectivement, ça va être une innovation. Les filles, pendant 3 jours, enfin, il y a Rotterdam La Haye, ensuite il y a encore une étape qui les ramène à Rotterdam. Enfin, c'est une journée un peu particulière, puisqu'il y a 2 demi-étapes, un petit peu comme faisaient les Exactement. coureurs professionnels dans les années 90. C'est qu'il y a une étape de 67 km effectivement le matin, plus un chrono l'après-midi. Donc là aussi, la récupération pour les organismes va être très intéressant. On parlait de mental, bah, les filles vont aussi devoir gérer la charge mentale, puisque quand on va se retrouver, parce qu'elles vont se retrouver dans un stade de foot, hein. Enfin, le départ à l'étranger, moi je me souviens des départs en Angleterre, de suivre ça, c'était formidable pour les hommes. Et là, pour les filles, aux Pays-Bas, où effectivement, il y a 2 ans, bah, tous les podiums avaient été glanés par les Hollandaises, hein. Il y a 2 ans, donc c'est très clairement un pays de vélo, un pays aussi de performance, parce que ces filles-là sont très performantes et sont au plus haut niveau mondial. Donc
pour les filles qui vont participer à ce Tour de France-là, il va falloir aussi maîtriser cette charge mentale-là, cette excitation de rouler dans un stade de foot tout le temps, avant effectivement de descendre sur la Belgique et puis de retrouver la France avec très clairement un final. Là aussi, on parlait de finale, ça va être juste extraordinaire. Extraordinaire, ce final qui nous est offert par ASO pour ce Tour de France Femmes. Non, mais tu parlais de cette pression. Je pense que les filles désormais sont quand même habituées à avoir du monde sur le bord des routes. Au début, c'était un peu impressionnant pour celles qui n'avaient pas l'habitude de courir avec autant de monde. Mais le fait d'avoir ce Tour de France qui nous a offert ce Tour de France féminin qui nous a offert un spectacle de qualité, eh bien, ça a fait effet boule de neige. Les sponsors se sont intéressés, le public s'est intéressé. Tout le monde était un peu au début dubitatif et finalement c'est extraordinaire. Mais sur ce Tour de France, avec le départ à Rotterdam, il va y avoir beaucoup de pression, effectivement avec le public, mais il va y avoir aussi le vent parce que on sait qu'aux Pays-Bas c'est un pays où il y a souvent du vent, il y a beaucoup de moulins et c'est pas pour rien. Mais ce Tour de France aura lieu au mois d'août à cause des Jeux Olympiques. On sortira des Jeux Olympiques, on sera entre les Jeux et les Jeux Paralympiques et il y aura donc le vent à gérer, il y aura le public à gérer et il y aura la difficulté parce que quand même Valkenburg-Liège c'est un mélange d'Amstel et de Liège-Bastogne-Liège avec des côtes que les coureurs connaissent bien et les coureuses connaissent bien aussi puisqu'il y a le Liège-Bastogne-Liège féminin avec la fameuse coche de la Redoute et la Roche-au-Faucon et puis le final les derniers jours sont impressionnants. Ouais, là aussi, hein, la décision ne se fera pas qu'à l'Alpe d'Huez. Hein, quand tu as expliqué effectivement en Belgique, déjà, les écarts seront très clairement là. Donc là aussi, les filles vont rouler sur des monuments avec un parcours au total qui va faire 946,3 km, quasiment 950 km sur ces 8 étapes. Et puis, tout doucement, effectivement, le kilométrage va s'accentuer, hein, puisqu'on parle de 124 km la première étape. Ensuite, il y a ces 2 demi-étapes en une journée. Et puis ensuite, 122, 150, 160, 167 pour arriver sur cette dernière étape, effectivement. Alors, il y a Champagnol, le Grand Bornand, qui va déjà permettre aussi de voir comment se situent les leaders. Et puis, cette arrivée Grand Bornand de l'Alpe d'Huez, qui a été par le passé une étape reine chez les hommes, laisse cette fois-ci chez les femmes. Et puis après, une arrivée au Tourmalet l'année passée. D'arriver à l'Alpe d'Huez, je trouve que c'est une arrivée comme ça. On avait été habitué chez les hommes avec des arrivées sur les champs et une arrivée en altitude la veille, mais là, une arrivée finale, que ce soit au Tourmalet l'année passée et à l'Alpe d'Huez cette année, je trouve apporte encore un peu plus de piment dans le fait de suivre justement cette épreuve. Oui, c'est vrai. Alors l'année dernière sur le Tour de France Femmes, tu avais un contre-la-montre après l'arrivée au Tourmalet, mais je pense que ça fait partie des. J'aime beaucoup l'idée d'emprunter des mythes comme ça. L'Alpe d'Huez, c'est mythique et j'ai vu beaucoup de sourires chez les femmes et d'excitation aussi à l'idée d'être présente dans une montée mythique qu'est l'Alpe d'Huez. Puisqu'il va y avoir énormément de monde. On se rappelle des images chez les hommes, hein, des coureurs qui fendent la foule en traversant, en montant l'Alpe d'Huez. Là, elles vont encore une fois rentrer un peu plus dans la légende et on va avoir des images remarquables. L'année dernière, les images de Demi Vollering dans le brouillard sont juste exceptionnelles. Là, ça va être un final en apothéose et peut-être que ça va donner des idées aux organisateurs pour les hommes. Mais bon, moi j'aime bien l'arrivée à Paris pour le Tour parce que c'est historique et il y a un côté il y a un côté tradition avec un sprint le dernier jour. Mais là chez le Tour de France féminin, ça va être exceptionnel. Ouais. Ouais, ça va être exceptionnel. On a couvert effectivement le Tour de France chez les hommes, le Tour de France chez les femmes. Moi, j'ai une pensée pour Juliette Labou, hein, qui est une très bonne grimpeuse justement. Et quand on voit ce profil-là, forcément, on pense à Juliette, mais aussi à d'autres, parce que les Françaises poussent très très fort. Quel va être ton rôle, Johan, sur les prochains tours? Comment est-ce que tu vas intervenir sur ces prochains Tours de France? On ne sait pas encore trop. On a des réunions à venir, mais je vais faire un peu comme l'an passé, je pense, sur la moto et sur les émissions de présentation et de débriefing des étapes. Et encore une fois avec beaucoup d'empathie et de bienveillance, mais
j'essaie à ma manière. Je sais pas si j'y arrive, mais de de faire partager des émotions qu'on n'arrive pas forcément à capter à l'antenne. Et il y a plein de choses en fait dans le vélo, il y a plein d'histoires, il y a pas forcément que les vainqueurs. L'année dernière, j'ai vécu des grands, enfin tous les ans, je vis des grands moments, mais je me rappelle de la victoire de Hugo Hull il y a 2 ans, qui était, j'en ai encore la chair de poule. Je pense à l'année dernière. De prendre la mesure de ce qu'a fait Thibaut Pinot chez lui au Markstein. Alors oui, il a pas gagné l'étape, mais oui, il a été vecteur d'émotion, il a été juste incroyable. Et je pense que le Tour de France, c'est ça. C'est pas un sport binaire déjà. C'est pas soit on gagne, soit on perd. C'est on perd. Moi, j'ai tout le temps perdu. J'ai toujours été. Mais j'ai trouvé et je trouve que le Tour, il doit être comme ça. On doit pouvoir le raconter et raconter les histoires qu'il y a dans le Tour de France. C'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, tu le fais magnifiquement bien, puisque moi, je me souviens effectivement de t'avoir vu très ému à l'étape de Thibaut Pinot. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, il n'y a qu'un seul coureur qui gagne au départ. Hein, tous les autres perdent, hein, très clairement. Et dans une saison, les coureurs perdent beaucoup plus qu'ils ne gagnent. Bien sûr. Et ça fait preuve de résilience, d'humilité, de travail. Et c'est ça qui est passionnant. Et en tout cas, tu nous fais passer l'émotion à travers justement le peloton, les coureurs, et tu sais raconter des petites histoires qui sont pas effectivement celles des vainqueurs, mais par contre celles qui ont une énorme humanité. Non, mais tu vois, quand je regardais le profil du Tour de France, les dernières étapes, ça m'a fait penser à Kenny et Elissonde, parce qu'il connaît très bien le col de Brosse, qu'elle bien tous les cols du coin. Et je me rappelle d'avoir été sur le Dauphiné derrière lui et de presque ressentir les émotions qu'il avait sur le vélo. Et ça, c'est assez indescriptible. Et avant, tu sais, au début, je regardais un peu les réseaux sociaux, voir ce qui se disait, parce que finalement, on n'a pas vraiment d'étalon de savoir si on arrive à être assez efficace, assez bon. Et maintenant, je regarde plus du tout. Et en fait, j'essaie d'être le plus naturel possible. Et je suis à la télé comme je suis dans la vie. Et si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. Si j'ai envie de sortir une vanne, je la sors. Voilà. En tout cas, un grand merci pour ce que tu fais. C'est passionnant et tu réussis. En tout cas, ce que tu nous racontes, on le comprend et on le perçoit parfaitement à l'écran ou à t'écouter à travers différents justement podcasts ou émissions. Un grand merci à toi, un grand merci à toi, Johan. Je te dis à très bientôt. Et puis, tout le meilleur sur la moto ou au micro sur cette saison 2024 qui a déjà commencé puisqu'on vient d'en parler. Et puis, ça va être un Tour de France homme et un Tour de France femme qui s'annonce en tout cas passionnant. Un grand merci à toi et à très bientôt. Salut.